Bonsoir, bonsoir à tous et à tous pour ce nouveau webinaire sur la posture des 5S et l'éducation cosmique qui va être animé par Muriel. Je suis Alain Lefebvre et je suis là pour vous rappeler les éléments techniques de ce webinaire. Alors, bien sûr, on est en direct, donc il peut y avoir de l'aléatoire. Par exemple, vous pouvez perdre le son, ça arrive quelquefois. Pour corriger ça, c'est facile. Vous sortez de l'application et vous y revenez. Généralement, ça corrige. Et de toute façon, pas d'affolement parce que tout est enregistré. Et ensuite, on va publier la vidéo de ce webinaire, la vidéo intégrale de ce webinaire sur le module 05. Donc, vous n'aurez rien manqué dans tous les cas. Je vais passer maintenant la parole à Muriel. Voilà, c'est à toi. On voit ton écran. Est-ce que c'est le bon écran que vous voyez? Alors, je vais te dire ça. Oui, c'est le bon. Très bien. À toi de Bonjour jouer. à chacun. Merci Alain. Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue à tous, y compris à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur nos webinaires thématiques. Aujourd'hui, comme Alain vous a dit, nous allons parler de l'éducation cosmique et la posture des 5S. Pendant 60 minutes, questions comprises, donc 10 minutes avant la fin de ces 60 minutes, vous pourrez donc envoyer vos questions à Alain par l'intermédiaire de votre clavier. J'en ai déjà reçu quelques-unes et j'y répondrai tout à l'heure. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Eh bien, je fais des interventions de consulting auprès donc de certaines structures, souvent en début d'année d'ailleurs, donc soit dans des écoles, des classes enfantines, ou comme aujourd'hui, je suis allée observer toute la matinée dans une MAM Montessori que je reverrai bientôt pour le débriefing avec les assistantes maternelles qui suivent une formation au sein de notre académie. Donc, ce sont souvent des structures multi-âges, multi-ambiance, 0,3, 3,6, 6,9, peut-être 6,12 éventuellement. Alors, je me suis rendu compte, en effet, qu'il fallait, au cours de ces interventions, je me suis rendu compte qu'il fallait remettre des mots sur l'essentiel des objectifs de ces structures et par rapport à la pédagogie que les créateurs avaient choisie et que les salariés des structures, souvent éducateurs, éducatrices, devaient mettre en place. Donc la question qui se pose, c'est comment résumer tous ces objectifs pédagogiques, ces choix faits en un fil conducteur sur toute l'année. Parce que voilà, il faut avoir des objectifs et ne pas les perdre de vue pour avancer à mon goût. Et c'est ce que je vous propose de faire grâce à cette posture des 5 S. L'éducation cosmique possède justement aussi ses capacités, selon moi, et donc ces deux éléments vont cohabiter et vont pouvoir être les premières pierres sur lesquelles on va bâtir une démarche éducative en tant que professionnel intervenant dans une structure de petite enfance. Alors, voyons le planning. Donc, en trois parties, c'est ce qu'on vous propose en général. Dans un premier temps, on va quand même prendre le temps de revoir la définition de l'éducation cosmique et puis cette posture. Ensuite, je rentrerai vraiment dans chacun des 5 S avec précision et puis on conclura. Alors, quelles sont les ressources? Je suis convaincue que pour travailler dans l'éducation, on doit se baser sur de la théorie et aussi de la pratique. L'un ne va pas sans l'autre. Personnellement, j'ai fait le choix justement de plusieurs pédagogies qui ont été développées par des hommes et des femmes ayant un courant de pensée humaniste et holistique. Et vous verrez qu'au fil de nos justement webinaires, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, parce que justement, il n'y en a pas tant que ça qui rentrent dans ce courant de pensée et qui ont une vision de l'enfant globale. Notre
Academy, qui vous propose donc des formations e-learning, prend le temps de vous parler de ces éléments qui sont la base de la pédagogie. Donc on a notamment dans le niveau 0,3, on a des modules spécifiques qui reprennent ces hommes et ces femmes sur lesquels nous nous appuyons. Alors, en tout premier lieu, évidemment, c'est Maria Montessori, qui donc nous parle de l'enfant tout au long de sa croissance. Amy Pickler, qui elle donc a travaillé surtout auprès des bébés et des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Albert Coman, je reviendrai tout à l'heure sur la diapo suivante sur son parcours, qui lui donc s'est attaché à observer surtout les bébés avant et jusqu'à la marche. Les ressources, c'est également des formations continues que je suis, parce que selon moi, il s'agit d'une transformation en tant qu'éducateur et formateur que l'on doit comment dire, organiser. Et donc, pour ce qui me concerne, ça fait 24 années que ça dure, et j'essaye aussi d'aller aller chercher à l'étranger des informations, des postures justement pour enrichir un peu notre culture française. Mais aussi, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a besoin de théorie, mais surtout de pratique. Et comme je le disais aussi il y a peu de temps, c'est sur le terrain, en observant et en échangeant avec les adultes que l'on avance. Et ce sont aussi les ressources sur lesquelles on peut se baser pour avancer. Alors les publications, c'est marrant parce que je me rends compte que Maria Montessori était une femme italienne. Elle s'est plutôt décrite d'ailleurs comme une citoyenne du monde parce qu'elle a eu un parcours de vie assez exceptionnel et assez mouvementé, même si ce n'était pas forcément son vœu au départ. Albert donc Coman, lui, donc dans le livre là qu'on voit, la petite icône en haut à gauche, est belge, c'est un psychomotricien, il est aussi kinésithérapeute. Et puis, Amy Pickler, Se mouvoir en liberté, là, c'est le livre qui n'est plus disponible actuellement, mais qui a été traduit en français, qu'elle avait écrit. Donc, Amy Pickler, elle était hongroise, une pédiatre qui a donc travaillé avec des enfants qui étaient privés de parents après la guerre de 1946. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant de voir que finalement, on est vraiment dans quelque chose d'universel, hein, d'international, grâce à ces ressources, ces travaux, j'allais dire aussi, de ces gens qui sont issus de cultures, bon, bah, des fois assez proches, mais quand même différentes, qui ont beaucoup voyagé et qui donc ont construit une espèce de base universelle sur les besoins de l'enfant. Alors, à ces ressources, j'ajoute deux petites icônes en bas à droite de l'écran. Car éduquer, c'est avant tout, à mon avis, observer et réfléchir. Alors, voilà, c'est notre travail au quotidien. On n'aura jamais fini d'observer parce que c'est l'observation qui va nous modifier, nous apporter beaucoup de choses. C'est justement les enfants qui nous construisent, nous transforment. Mais aussi, au-delà de ça, c'est notre propre réflexion, notre introspection et nos échanges avec évidemment d'autres professionnels. Donc, ce sont toutes ces richesses de rencontres d'enfants et d'adultes qui vont nous transformer et du coup transformer aussi notre vision et transformer aussi la théorie. Donc, on est sans cesse entre théorie, pratique, pratique, théorie. On a besoin de travailler ensemble car on ne fait rien tout seul. Alors, la définition, on commence par la définition de l'éducation cosmique. Alors, tout d'abord, bon, c'est quelque chose c'est un terme de Maria Montessori et de son fils.
Je voulais préciser qu'on consacre un module entier à cette question dans la formation d'éducateurs niveau 3, c'est-à-dire pour les enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Mais je voulais quand même donc prendre le temps de vous donner quelques informations à ce sujet, puisque justement je reprends cette idée d'éducation cosmique pour l'ajouter à la posture des 5S et la proposer à toutes les tranches d'âge. Donc, Maria Montessori avait une vision globale de la planète Terre et des êtres humains comme un grand ensemble dont les particules qui la composent sont toutes interconnectées. Elle décrit donc dans un premier temps un monde inorganique, donc c'est le soleil, là je vous ai mis la petite icône en haut à droite, là. Donc le soleil, les montagnes et l'eau. Et ce monde inorganique est lié à la biosphère. La biosphère, c'est la sphère terrestre, l'atmosphère terrestre, les plantes et les animaux. Donc vous voyez, on a déjà ici, dans un premier temps, le monde inorganique. On y ajoute la biosphère. Et enfin, le dernier élément, c'est les êtres humains, l'ensemble des êtres humains, qu'elle appelle la psychosphère. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que c'est une vision de l'interconnexion de tous ces éléments cosmiques les uns avec les autres. Si on enlève l'eau, eh bien le reste de la planète ne peut plus fonctionner. Si on enlève les plantes, voilà, on ne peut plus fonctionner non plus. Et donc chaque élément cosmique a besoin l'un de l'autre. Et donc c'est sur cette vision, peut-être nouvelle pour la plupart d'entre vous, mais c'est quand même sur cette vision que je propose de bâtir le projet éducatif des structures pour pouvoir aider et accompagner les enfants tout au long de leur enfance. Alors, qu'est-ce que la posture des 5 S? Donc c'est un nom que je donne à la synthèse des apports des grands pédagogues qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont des humanistes et proposent quelque chose d'assez universel, des lois universelles qui guident donc le développement spontané et respecté de l'enfant. Et donc c'est une posture, parce que c'est une attitude professionnelle vers laquelle petit à petit je me suis tournée et j'ai eu l'intuition qu'il fallait justement ne pas perdre de vue un certain nombre d'objectifs si on voulait s'adresser à la globalité de l'enfant et respecter ses besoins fondamentaux. Donc on va parler de la sécurité, de la santé, des soins, de la spatialité et de la spiritualité. Je vais les détailler dans les diapos à venir, mais je voulais préciser quand même que ça s'applique à tous les âges de la vie de l'enfant. Alors évidemment, suivant l'âge, il va y avoir peut-être un item qui va prendre le dessus, qui va être vraiment très important parce que notre accompagnement est différent entre l'accompagnement d'un bébé qui ne sait pas marcher et celui qui sait marcher. Ça va changer beaucoup de choses pour nous, pour lui évidemment, mais pour nous aussi. Alors, les deux premiers, sécurité et santé, sont vraiment primordiales. Pour moi, c'est S. Ils dépendent fortement de ce que le monde adulte prévoit ou ne prévoit pas pour eux. Parce que je vois encore des lieux et des structures qui ne prennent pas vraiment en compte ces dimensions essentielles. On n'a pas vraiment réfléchi à la sécurité, on ne voit pas qu'il y a des choses qui sont vraiment dangereuses pour les enfants. Moi, je voulais revenir vraiment avec vous sur ces points essentiels parce que c'est dans mon quotidien, ça me saute aux yeux. Il y a encore trop de manquements et de dysfonctionnements, parfois graves, à l'égard de nos enfants. Et les observer, c'est une chose, mais il faut agir, à mon avis, et puis communiquer de façon positive, mais en tous les cas réelle, sur ça.
Parce qu'à chaque fois que nous confions notre enfant ou qu'on nous confie ou que nous est confié un enfant, je pense qu'il faudrait justement penser à ça, à sa sécurité, à sa santé, aux soins qu'on lui doit, à la spatialité, à la spiritualité. Encore une fois, l'enfant, ce n'est pas un mini-adulte, euh, parce que, il a besoin de nous en tant qu'adultes. Il a besoin qu'on lui assure ce qu'il ne sait pas s'assurer pour l'instant, en tous les cas quand il est trop jeune. Donc si nous, en tant qu'adultes, on n'assure pas sa sécurité, sa santé, si on ne lui provulgue pas des soins minimum, eh bien il ne se sentira pas bien, il n'évoluera pas bien. Voilà. Alors avant de vous détailler les 5 S, un par un, je vais vous partager quelques citations. La première de Maria Montessori. L'enfant d'âge scolaire qui est continuellement découragé et réprimé en vient à manquer de confiance en lui. Il souffre d'un sentiment de panique qui porte le nom de timidité, de manque de confiance en soi, qui, chez l'adulte, prend la forme de la frustration, de la soumission et de l'incapacité à résister à ce qui est moralement mauvais. Une autre d'Albert Coman. L'espace vécu peut être vu comme l'ensemble des émotions, sensations, images générées et inscrites dans le cerveau et dans l'appareil psychique par la perception. Émile Picler, l'essentiel n'est pas l'âge, mais la qualité du geste, l'harmonie du corps et du mouvement, la grande richesse de variantes pour le même mouvement, la grande diversité des positions prises, la mobilité au cours de l'activité. J'ai ajouté ma petite touche personnelle à ces citations. Ne nous adressons pas qu'à la partie élève de l'enfant, mais à toute sa personne. La pédagogie Montessori, c'est du bon sens avec les sens. Le métier d'éducateur Montessori a deux facettes. Celui d'éducateur, en tout premier lieu, et celui de montessorien. Alors passons au premier S, qui est sécurité. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais voilà, on va bien commencer par l'un d'eux, donc sécurité. Alors, comment on va mettre en place un environnement sécuritaire et conforme? C'est pas facile, mais ça n'est pas vain. Il va falloir réfléchir au quotidien à tous les équipements, à tout le matériel, à ce qui se passe dans l'environnement de l'enfant, parce qu'on n'a pas le choix, il faut le rendre sécuritaire. Sinon, ça peut être nocif, dangereux, néfaste et en tous les cas, pas du tout épanouissant. On va veiller au respect des enfants entre eux. Vous voyez, je vous ai mis un petit picto là. C'est la tâche majeure, répétitive, surtout pour certaines tranches d'âge, hein, notre métier d'éducateur, c'est d'être à tout moment, à tout instant, vigilant, parce qu'un accident, ça arrive très vite. Un de mes fils a été poussé dans la cour de récréation et il a eu un traumatisme crânien grave. Eh bien, moi, je voudrais militer aujourd'hui pour que ça n'arrive plus. La cour de récréation n'était pas surveillée. Les enfants, vous en avez sans doute observé, lorsqu'ils vont là, ils sont tellement sous pression dans certains endroits que lors de la cour de récréation, ça crie, ça hurle, ça pousse, c'est assez violent. Donc, c'est le moment ou jamais de les surveiller, à mon avis. Alors, on parle de sécurité physique, mais ça ne suffit pas, hein. Il y a aussi la sécurité affective de l'enfant dont qu'il faut prendre en compte. Nous sommes tous différents, nous avons une histoire différente et une sensibilité différente. Donc, ça veut dire elle doit être prise en compte chez chaque enfant.
L'été dernier, justement, j'ai encore assisté à une petite phrase un peu difficile. J'allais chercher mon fils à une activité et j'entends devant moi l'éducateur sportif lui dit, mon fils a 9 ans, hein, il lui dit, mais quoi, tu sais toujours pas ce que c'est un licol? Ça fait 3 jours que tu fais un stage et il faut encore te répéter ce que c'est qu'un licol. Voilà les petites phrases que certains enfants reçoivent. Je ne sais pas si ce monsieur se serait adressé à un adulte de la sorte, c'est possible, mais en tous les cas, moi je pense que notre rôle en tant qu'éducateur, ce n'est pas de servir ce genre de phrases aux enfants. La santé. Alors en tout premier lieu, évidemment, la santé, c'est en tant qu'adulte, faire en sorte que l'enfant ne prenne pas froid, mange à sa faim, puisse dormir confortablement, qu'il boive assez. Ce sont les besoins fondamentaux que nous devons combler chez l'enfant de façon assez tardive, hein. Ça prend des années pour qu'il soit autonome dans toutes ces bases de sa santé. Donc c'est bien notre métier d'éducateur qui va nous imposer de veiller à ce que cette santé soit la meilleure possible. Donc on va, dans tous les petits gestes quotidiens, être là pour lui permettre de se laver les mains, l'aider à nettoyer son visage, lui montrer les gestes, les lieux, mettre en place des outils, des brosses, brosse à cheveux, brosse à dents, que sais-je. Tous ces petits gestes quotidiens proviennent de nous, sont dans notre culture, et c'est bien pour ça que nous devons prendre le temps de guider l'enfant en cela, parce que ce sont les bases de la santé. Mais au-delà de ces petits gestes, il y a aussi la santé intellectuelle, la santé, encore une fois aussi psychique, hein, de l'enfant. On sait très bien qu'un enfant qui n'est pas nourri va dépérir. Eh bien, il en est de même au niveau de son intelligence, au niveau de ses émotions. On a tous rencontré des enfants qui excellaient dans le sport, le chant, le dessin. Donc on sait qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, d'être créatifs, d'avoir un chemin de vie déjà très orienté, très jeune. Et donc ils ont un potentiel, hein, Maria Montessori a nommé ça le potentiel humain. Donc, ils ont un potentiel en eux et leur santé mentale va dépendre justement de l'expression de leur joie, de leur possibilité de jouer, de s'exprimer et de développer un équilibre de bien-être psychologique. Donc voilà, pour ajouter à cette santé, je vous ai mis des petites photos d'un sourire d'enfant, de matériel pédagogique et puis aussi de possibilités justement d'explorer là le Japon par exemple pendant plusieurs heures s'il a envie d'explorer ce thème qui lui tient à cœur, eh bien il faut prévoir un espace-temps pour que ce soit possible. Après la santé, encore une fois, c'est pas dans l'ordre, hein, mais voilà, je les ai mis comme ça, le soin. Alors les soins sont en tout premier lieu les gestes que l'adulte va entreprendre vis-à-vis de l'enfant. On va changer la couche, on va habiller le bébé, si en grandissant, si jamais donc il a besoin de soins parce qu'il est tombé, il s'est coupé un petit peu au niveau du doigt, c'est l'adulte qui pourra réparer, qui pourra soigner, englober l'enfant de gestes, de mots qui vont le soigner, le réconforter. Alors, Amy Pickler, pour revenir sur elle, est allée plus loin dans sa définition des soins, car, je l'ai dit tout à l'heure, elle a eu la charge d'enfants orphelins, ou alors d'enfants dont les parents ne pouvaient pas éduquer. Et elle avait eu l'idée de mettre en place un ensemble de protocoles
basée sur l'observation aussi, hein, parce qu'elle a beaucoup observé dans son livre. Je crois qu'elle a observé 750 bébés, les postures, des grands mouvements des bébés. Donc, elle a beaucoup travaillé aussi sur l'observation et elle a mis en place des protocoles, des gestes, des paroles, une communication assez appuyée auprès de ces bébés parce que effectivement, ils étaient 24 heures sur 24 pendant plusieurs années, même en contact de ces nurses. Et il fallait qu'ils reçoivent tous les soins dont ils avaient besoin. Et là aussi, on parle souvent des soins physiques, mais aussi des soins psychologiques. Donc, on va avoir un regard approché vers l'enfant, une façon de tenir, le tenir quand on lui fait un soin. On va parler de façon lente, poser des mots justes. C'est un espèce de continuum de contact humain et physique qu'elle proposait, pardon, au sein de la crèche de la rue de l'Oxy. Au niveau des soins, Caroline, qui travaille avec nous, donc, nous écrit aussi sur l'apport d'Émile Picler que l'observation est un soin qui reconnaît la singularité de chaque bébé. Il s'agit de prendre soin globalement de lui, donc, vous voyez, le global dans l'éducation cosmique, en prenant en compte ses manifestations, ses expressions personnelles. L'adulte adapte son comportement, ses gestes, son langage, ses propositions. Il aménage l'espace en fonction des propres besoins, du rythme du bébé, afin de le respecter tel qu'il est. Il devient alors acteur et réalise qu'il est compétent. Là, on parle du bébé. Alors, pour terminer sur les soins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le prendre au sens large, c'est-à-dire que l'éducation, c'est un soin, en fait. Ça peut être compris comme un soin. C'est-à-dire qu'on va lui donner ce dont il a besoin avec un esprit, un équilibre qui s'appuie sur une posture professionnelle mature, dont nous allons faire preuve. Les soins physiques auront à chaque fois une dimension psychologique et affective dont ils ne pourront pas être séparés. Et c'est en cela, une fois de plus, qu'on a à l'esprit, si vous voulez, cette éducation cosmique. Notre métier, c'est de préparer l'enfant dès sa naissance à développer évidemment confiance en lui, mais aussi une estime de soi, mais aussi une libre pensée, un esprit critique. La libre pensée, c'est une notion qui est reprise chez Krishnamurti, d'ailleurs, en passant. Mais voilà, c'est encore une fois, on n'est pas là simplement pour changer la couche des bébés, qu'ils soient bien propres, qu'ils rigolent. On n'est pas là pour apprendre les tables de multiplication aux enfants et toutes les règles de grammaire. Notre métier d'éducateur va au-delà. Et justement, c'est d'essayer d'aller guider l'enfant sur son propre chemin de vie, et qu'il ait voilà, confiance en lui, qu'il soit autonome, qu'il pense par lui-même. Nous devons éveiller l'enfant donc à prendre soin de ce qui l'entoure, donc ça va être les animaux, mais aussi la nature en général, et puis évidemment les autres êtres humains. Alors justement, cette notion de soin, elle est reprise chez Maria Montessori, elle est d'ailleurs omniprésente dès le plus jeune âge, puisque c'est ce qu'on nomme dans notre jargon la vie pratique. Toutes les activités de vie pratique, elles ont pour but de permettre à l'enfant de s'occuper de lui-même, de prendre soin de lui-même, se brosser les cheveux, faire ses lacets, etc. Et puis aussi prendre soin de l'environnement. C'est pour ça que sur la photo, je vous ai mis, donc deux enfants. Il y en a une qui nettoie les sabots d'un poney, et puis l'autre qui regarde attentivement pour pouvoir faire la même chose. Et j'ai mis aussi une autre photo pour reparler de notre posture, puisqu'on est dans la posture. En fait, nous, adultes, nous sommes au même niveau que l'enfant. Il est à nos côtés, et on n'est pas en face, et encore moins en hauteur. Alors justement, la hauteur, ça nous permet de faire la transition vers la spatialité. Alors, que nous dit Albert Coman sur sa définition de la spatialité? C'est une fonction
permettant à l'homme et donc au bébé de concevoir, d'appréhender et de se développer dans l'espace au départ de son corps. Alors, je vous ai mis la photo de son DVD là, qui est très intéressant, qui explique justement l'avancée de l'enfant vers la marche. Ça va se faire par étapes. Donc, en tant que kiné, il a observé ça de très près, hein. Ça nomme même les numéros de vertèbres qui sont concernés. Et donc, prendre soin des bébés, c'est avoir des gestes, un toucher et un sensoriel orienté en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, ça va partir du pot à pot. Ensuite, on va maintenir la position enroulée du bébé à sa naissance. Et petit à petit, il va se mettre debout. Et voilà, il finira par avoir une position telle qu'il pourra se diriger vraiment sur un chemin de vie qu'il choisira. Toujours sur la spatialité, je vous ai mis des photos donc issues des crèches Loxy du docteur Pickler. Donc, elle a nommé, elle, les libres mouvements du bébé et la motricité libre. C'est les termes qu'elle utilise, parce que selon elle, c'est vraiment la base essentielle pour le développement physique et puis donc psychologique de l'enfant. Elle était partie tout bonnement de sa propre expérience avec ses enfants. Son mari était pédagogue, je crois, et donc elle avait eu l'idée de dire, bah, tiens, on va voir avec nos enfants ce que ça donne. Et donc, elle avait eu un très bon retour apparemment, puisqu'elle avait décidé d'appliquer ça au bébé de l'orphelinat. Donc, dans ces grands espaces-là, les bébés, si vous avez la chance de pouvoir voir justement les DVD qui ont été tournés dans cette crèche de l'Oxy, donc ils peuvent effectuer des activités spontanées. Et donc, ça fait émerger en eux une confiance et donc une maturité qui va les remplir et les construire au-delà donc, de cette expérience au niveau du bébé. Alors, Maria Montessori, elle, ce ne sont pas des libres mouvements, ce sont des mouvements libres, on ne va pas jouer sur les mots. Elle rajoute, donc on est d'accord, hein, que ce soit dans un sens ou dans un autre, on est toujours sur le mouvement et la liberté. Mais elle, la notion de liberté, elle a ajouté donc des petites, comment dire, des petites étagères, la possibilité justement de l'enfant de choisir au-delà du bébé, de la petite enfance, de choisir ce qu'il va faire grâce à ces petits plateaux, ces petits paniers, ces petites chaises et puis ces petits tapis qu'il déroule tout au long de la matinée. Encore une fois, là, je suis encore sous l'effet magique de ce que j'ai pu observer ce matin dans la classe enfantine, là, dans la MAM, avec des petits enfants. Il y a une petite fille qui est restée plus d'une heure avec ses mains dans la farine et l'eau là, à pétrir. C'était magique vraiment d'observer ça. Cette notion de spatialité, elle comprend évidemment la dimension psychologique et humaine. Donc l'enfant, il évolue dans un espèce de triangle spatial très large. Donc, encore une fois, par rapport à l'éducation cosmique, c'est le monde, la planète, vous voyez, les autres adultes et lui-même. J'en ai pas fini sur la spatialité parce que justement, je voulais reparler de la nature parce que je pense que c'est actuellement l'enfant est à mon avis trop déconnecté de la nature. Parfois, évidemment, quand on vit en ville, c'est pas évident. Il faut prendre vraiment le temps de l'amener. Voilà, c'est encore possible, hein, mais n'hésitez pas à amener l'enfant le plus possible dans la nature. La supranature, comme l'appelait Marie Montessori, qui est encore un autre terme, qui peut être utilisé pour résumer cet ensemble d'éléments cosmiques dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont tous connectés les uns les autres dans cette sphère.
À moindre sortie au grand air, comme justement je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps là, avec mon fils, comme que vous voyez sur les photos, ça peut être vraiment une source d'émerveillement de l'enfant. Et donc là, ben, on était en sortie botanique. On commence par être assez concret, assez, je veux dire, même académique. On va prendre un maïs, on va le dessiner, on va l'observer. Et puis tout à coup, voilà, qu'il pénètre vraiment dans le champ de maïs. Alors là, ça a été vraiment quelque chose de géantissime pour lui. Ce que je veux bien le croire, parce que je vous invite à le faire en tant qu'adulte, c'est aussi une expérience assez saisissante. Et donc là, il a été vraiment connecté à l'univers. Hein. Donc, quand on va à l'intérieur d'un champ de maïs, il se passe quelque chose. Je ne vais pas spoiler, comme disent mes fils. Je vous invite à le faire, mais et voilà, il se passe quelque chose de très fort. En tous les cas, l'éducation cosmique avec le ciel, le cycle de la vie, la plante, y a tout. Voilà pour la spatialité. La spiritualité. Alors, voyons maintenant cette S supplémentaire. Alors, c'est une notion qui est présente chez beaucoup de pédagogues. Hein, c'est pas original aujourd'hui de vous présenter ça. On va déjà voir par rapport à Maria Montessori. Donc, il y a une grosse dimension spirituelle quand même dans sa démarche, à mon avis, hein, puisque, comme vous le savez, souvent je dis que c'est plus qu'une pédagogie, c'est une philosophie. Mais selon elle, le respect de l'enfant implique une connaissance et une observation. Sinon, on va faire des bêtises, on va poser le bébé sur le ventre alors qu'il est pas prêt à être sur le ventre. Donc, à travers les maladresses qu'on va commettre, on envoie des messages. C'est-à-dire, bah, je te connais pas, je sais pas quoi faire, je sais pas bien faire avec toi, mais ça ira quand même, tu te débrouilleras, c'est pas dramatique. Alors évidemment, c'est pas dramatique, mais c'est dommage de passer à côté d'un geste qui aurait été beaucoup mieux pour l'enfant. Alors justement, j'ai un petit clin d'œil à la photo à gauche que je vous ai mise. C'est pour vous inviter à soit sur notre formation e-learning, réécouter le chapitre que nous avons enregistré qui s'intitule L'embryon spirituel, ou soit retourner le lire dans les livres de Maria Montessori. Mais c'est vraiment intéressant d'avancer avec elle dans cette notion d'embryon spirituel. Alors, selon Albert Comal, la question centrale de tout être humain est quel est le sens de notre existence? Voilà, tout un programme. Et lui aussi, il est dans l'observation, et lui aussi, il dit qu'il faut commencer très jeune. Et donc, il nous invite aussi à prendre un recul et de ne pas être dans une éducation adultocentriste. Alors, bon, je ne sais pas si c'est un terme belge, parce que je ne connaissais pas ce terme français, je ne sais pas si c'est français d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai bien aimé peut-être ce néologisme qui est adultocentriste. Et il nous dit que le bébé est plus que tout être humain dans l'immédiateté. Et donc, il nous invite à vivre justement avec lui dans l'immédiateté. Alors, selon moi, maintenant, le bébé, il naît dans une cellule familiale. Donc, soit il la crée parce qu'il est l'aîné, donc il y avait un couple auparavant, ou soit il la complète parce qu'il y avait déjà un grand frère, ou une grande sœur, ou plusieurs. Et selon moi, cette unité, elle est insécable. Et donc, nous devons, en tant qu'éducateurs, dans notre métier, la prendre en compte. Et justement, j'ai eu la chance de rencontrer des éducateurs qui prenaient cela en compte dans le sens où ils visitaient les familles des enfants dont ils avaient la responsabilité. Et je crois que j'ai rencontré déjà 2 ou 3 personnes, dont des gens en Allemagne. Mais justement, ils m'ont expliqué longuement que c'était d'une richesse incroyable de pouvoir donc rencontrer la famille, aller dans la famille, élargir un petit peu leur vision et leur accompagnement de l'enfant grâce à ça.
J'ai visité aussi une école aux États-Unis qui utilisait la pédagogie Reggio Emilia, qui est moins connue en France, et il n'y a pas d'école. Bref, ils travaillaient avec ces bases-là et ils utilisaient justement cela auprès des enfants et de la structure en fait, hein. Donc voilà. Alors évidemment, on ne va pas prévoir, pardon, de visiter toutes les familles de nos structures, hein, parce que c'est peut-être pas dans notre culture, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Mais je voulais quand même me prendre le temps de parler avec vous de cela, même si c'est pas possible. Il y a peut-être un pas ou deux à faire dans cette direction pour connaître un peu plus l'enfant et sa cellule familiale. J'en ai pas fini avec la spiritualité parce que je suis tombée sur ce merveilleux texte que j'ai choisi de laisser en version originale, mais je vais prendre le temps justement de se traduire avec vous. C'est un message que les Amérindiens adressent en remerciement. Alors, les Amérindiens, ils remercient le soleil, la lune, la Mother Earth, c'est la terre. Ils remercient aussi l'eau, les rochers, les animaux, les poissons, les oiseaux, les plantes et les herbes, les arbres, les récoltes, et ils remercient leurs ancêtres et le Créateur. Voilà, je vous laisse méditer sur ce joli texte. Alors, on va faire un petit résumé, parce qu'on en arrive dans la dernière partie. Alors, j'aurais pu rajouter encore un S, figurez-vous. Je ne sais pas si vous pouvez le deviner. C'est le S de social. Et c'est justement en repensant à Marie Montessori que je me suis dit, tiens, elle décrit donc l'enfant comme un être qui a une forte pulsion sociale. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que finalement, le S, il se trouvait dans chacun des 5 S qu'on avait déjà listés. Il se trouve dans l'essentiel de notre démarche et de notre posture d'éducateur. Voilà, la fonction sociale, elle vient au fur et à mesure de la maturité, du développement global de l'enfant. Alors, on va en rester avec ces 5 S. Et en résumé, je dirais que la posture des 5 S, elle va nous permettre de ne rien oublier d'essentiel dans nos actes que nous partageons avec l'enfant au quotidien. Alors, j'ai écrit un livre qui s'intitule la pédagogie Montessori illustrée. Donc, ça a été le premier livre, hein, et donc ça fait, je ne sais pas, plus de 10 ans, je ne sais plus exactement, mais ça a été, figurez-vous, le premier livre qui parlait de la pédagogie Montessori. J'ai voulu l'illustrer avec des photos, il y a beaucoup, beaucoup de photos couleurs, donc c'est pour ça que j'avais choisi ce titre, parce que figurez-vous qu'à l'époque, il n'y avait que les livres de Maria Montessori, il n'y avait aucun autre livre. Alors depuis, hein, on se fait rattraper, on sort tous les jours, j'allais dire, j'exagère un petit peu, mais à peine. Mais dans ce livre, en tous les cas, j'avais décrit déjà l'enfant comme un être qui a plusieurs enveloppes. Donc, il a une enveloppe sociale, une enveloppe affective, mais bon, on peut la mettre ensemble, à mon avis, comme j'aime le dire, sociale, affective, mais une enveloppe aussi spirituelle, intellectuelle, corporelle. Vous voyez, c'était à l'époque l'idée que j'avais, qui émergeait déjà en moi sur cet enfant multi-enveloppe. Depuis, ça a mûri et donc je synthétise aujourd'hui avec ces 5 S. Je vous propose de synthétiser les choses différemment. Mais ça n'a pas changé, hein, rien n'a changé au niveau de l'enfant. C'est toujours pas un mini-adulte, ni un tube digestif ou toutes les définitions qu'on a voulu en donner depuis longtemps. Il dépend toujours pas d'adultes, il doit toujours pas être un obéissant aux adultes, mais c'est un
potentiel humain, justement, et qui est unique. Et donc, si on n'a pas une théorie humaniste solide et une pratique un peu développée, on ne pourra pas justement bien le guider, à mon avis. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est de tenir cette posture des 5 S dans chaque activité que vous allez proposer aux enfants, à l'enfant. Sans cesse, on doit avoir donc cela en tête. Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il reçoit les soins dont il a besoin? Est-ce qu'au niveau espace, il peut s'exprimer? Alors ça va être valable évidemment à l'intérieur, mais aussi, on l'a vu tout à l'heure, à l'extérieur, hein, si on l'emmène en sortie botanique, mais qu'il n'a pas le droit de courir dans le champ de maïs, ça va être un petit peu embêtant. On se dirige vers la fin de de ce webinaire. En conclusion, donc je terminerai par ce dessin hein, qui a été fait par un enfant de 9 ans et qui résume de nouveau l'éducation cosmique. Nous sommes des agents cosmiques, tout comme le soleil, l'eau, les plantes. Donc nous sommes interdépendants, vous voyez, il y a des flèches noires là qui vont dans tous les sens. Nous sommes donc interdépendants les uns des autres. Donc il va falloir qu'on accomplisse notre tâche. Et nous, en tant qu'éducateurs, avec notre posture des 5 S, eh bien, on va le guider, guider l'enfant dans son développement naturel, spontané et de façon respectueuse. Et c'est le fil conducteur, justement, que je propose donc aux stagiaires que j'ai au sein de notre académie, mais que je propose aussi à vous ce soir de suivre. Et pour conclure, donc, je vous propose de lire ensemble cette phrase de Maria Montessori. Si l'enseignant prend du plaisir à voir les choses naître et grandir sous ses yeux, et s'il sait travailler avec humilité, des joies nombreuses l'attendent, qu'ignorent tous ceux qui, face à une classe d'élèves, prétendent être infaillibles et prétendent exercer une autorité absolue. Voilà, Maria Montessori employait des termes forts, et je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui être acteur et se positionner sur un certain nombre de choses. Nous arrivons à la fin de cette présentation, donc merci de votre attention et j'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, je vais répondre aux questions. Alors, on commence. Tu m'entends? Oui. Alors, la première question, c'est sur les conditions de sécurité dans les écoles. Quelles sont les obligations légales des écoles à ce niveau-là? Alors, bah, effectivement, c'est une question Alors, qui est attends, très là, importante. tu as retiré le Keynote et du coup, on voit ton email là. D'accord. Bah écoute, ferme mon écran peut-être, Ouais, parce que j'ai besoin d'ouvrir mon document de toute façon. Ça va? non, ça va pas. Bah, ça fait rien si on envoie mon Keynote. Non, on voit pas ton Bon, pendant Keynote que là. tu règles. D'accord. Bah, je vais changer d'écran si tu veux. Ouais, Alors, attends. Hop. Comme ça, c'est mieux. non. Comme ça, c'est mieux. Non, là oui. Voilà. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Alors, les questions de sécurité dans les écoles. Donc ça, on m'avait envoyé cette question. Évidemment, elle est importante parce qu'en tant qu'acteur de l'éducation, on doit s'informer des règles et des lois de sécurité. Alors, pour se documenter, il faut sans cesse
effectivement être à jour, hein, sur tout ce qui est d'actualité ou vient de sortir. Et donc, en gros, on va avoir trois sources suivant la structure que l'on est, soit l'éducation nationale, soit le ministère de la Santé, ou soit le ministère Jeunesse et Sport. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les écoles privées. Pour ce qui les concerne, c'est sur le site education.gouv.fr que l'on trouve toutes ces informations mises à jour. On les partage aussi au sein du module de formation sur la création d'écoles. Mais en tous les cas, tout à l'heure, je vous avais mis donc une petite phrase, là je dis toujours que c'est l'éducation du bon sens, hein. Donc effectivement, on va se poser la question ponctuellement, est-ce que ce petit plateau est sécurisé pour l'enfant? Est-ce que cette ambiance est sécuritaire? Est-ce que cette cour de création n'est pas source d'accidents? Voilà, le b.a.-ba, hein, c'est le bon sens, c'est observer, regarder et puis changer dès qu'on pense qu'il peut y avoir des sources de danger. On ne prend aucun risque, hein, zéro risque, hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on enlève tout, effectivement, parce que voilà, on n'est pas non plus extrémiste dans ce sens-là, mais on ne prend pas de risque sur la sécurité et la santé des enfants. Et comme on a toujours ça en mémoire, eh bien, au fil du temps, on sait ce qui peut être dangereux, ce qui l'est moins. Voilà. Alors, sinon, sur l'éducation cosmique, en quoi peut-elle aider les enfants en difficulté? Mhm. Donc, ça, c'est aussi une question que j'avais reçue. Bon, l'éducation cosmique, hein, c'est difficile en 45 minutes de résumer et d'être sûr que c'est clair et que tout le monde a une vision de cela. C'est Maria et Mario qui finalement sont arrivés à ça lorsque justement ils étaient alors qu'elle était en fin de vie, on va dire, en Inde. C'est le résumé de toute une vie qu'elle a passé à observer, à visiter des pays, des enfants, des classes, pardon, et puis même à former des éducateurs. Donc voilà, tous les deux, avec son fils, ils appréhendaient l'enfant dans sa globalité, mais aussi dans une interdépendance avec la planète. Alors, les enfants difficiles ou pas, en difficulté ou pas, font partie de cette globalité. Et donc, on pourrait dire qu'effectivement, cette philosophie cosmique, elle est inclusive, elle prend en compte tout individu, quels que soient ses points forts ou ses points faibles. Et c'est dans cet état d'esprit, justement, que nous devons, nous, en tant qu'éducateurs, réfléchir à comment accompagner chaque enfant avec ses difficultés. Voilà, donc nous, on a... pardon, je vais un peu vite. On a ça en tête et on a ajouté justement des choses qui allaient dans ce sens. Par exemple, la langue française des signes pour bébé. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau, ça ira mieux. Voilà. Récemment aussi, on a ajouté donc une méthode que j'ai appelée la méthode OML pour aider les enfants à apprendre à lire et écrire en français ou en anglais, parce que ce sont des outils qui partent justement du handicap, hein, qui partent des difficultés des enfants, et ces outils eh bien, peuvent s'adapter évidemment à tout type d'enfant. Donc voilà. Une À autre propos de la question? posture des 5 S que tu as introduit, est-ce que tu as prévu d'écrire un document, un support pour l'illustrer? Euh, J'en rêve. J'en rêve, j'ai pas prévu concrètement de le faire parce que je suis assez prise par pas mal de choses déjà, hein. Les formations e-learning, ça prend beaucoup de temps, c'est très intéressant. On travaille avec des équipes entières d'écoles, des professionnels qui se forment, moi, j'ai dit tout à l'heure, dans des MAM ou ailleurs. Donc voilà, je suis assez prise, Caroline aussi, Alain Lefebvre également. Donc on prévoit de partager avec vous beaucoup de choses, au-delà de ces webinaires qui marchent très bien, qui sont très utiles aussi et très intéressants pour nous et j'espère pour vous. Donc voilà, des supports, on en rêve, on va en prévoir aussi bien pour OML que pour la posture des 5S. Il va falloir être un petit peu patient.
Voilà, voilà. Une autre question? Non, donc merci. Merci à tous et à tous pour votre participation à ce webinaire et à la prochaine fois. Au revoir. Merci. Au revoir.